Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, dans la famille Francosphère, nous avons reçu dernièrement l'arrière-grand-père Alain Ray, natif des années 20. Nous recevons aujourd'hui la petite fille, native des années 80, Nawel Benkrayem, chanteuse franco-tunisienne qui a un pied de chaque côté de la mer, moyennant quoi la séquence Sirtef nous emmènera au Maroc, auprès d'une enseignante concernée par le coût de la scolarité. Et Génération Watt se demandera si dans les Outre-mer, 20 ans est vraiment le plus bel âge de la vie. Quant à Anne Bonneau, elle fera le portrait d'une culotte, ou plutôt deux culottes, nom d'artiste d'une jeune graffeuse qui couvre de son blaze les murs de Paris. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Nawel Benkrayem. Bonjour. La francophonie, est-ce qu'elle ne relève pas pour vous plus de la stéréophonie avec un canal en français et un canal en arabe ? C'est joliment dit, je prends. Laquelle des deux langues vous a donné le plus envie de la chanter et pourquoi ? De la chanter résolument l'arabe, parce qu'elle est rythmique, musicale et que je l'ai peut-être plus associée à quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'âme, et que le chant, c'est beaucoup ça pour moi. Alors que le français est résolument la langue de la littérature, de la poésie. J'adore le français. Mais du coup, j'ai été un peu plus timide pour m'y abandonner en émotion. Français, langue à texte, langue de chanson à texte, et arabe, langue de chanson à émotion ? Peut-être. Après, tout l'enjeu est de mettre de l'émotion dans le texte et du sens dans l'émotion. Quand vous étiez petite, vous entendiez des berceuses en quelle langue ? Oh, je crois vraiment les deux. Égalité. Un point partout. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Nawel Benkrayem, voici son portrait, coupé, décalé, par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Nawel Benkrayem ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Eh bien, en bonne chanteuse, Nawel est née quelque part. Échirol, centre, banlieue sud de Grenoble. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Comme Calogero, qui chante ce terrible fait divers dans Un jour au mauvais endroit, Nawel est née à Échirol, dans la banlieue sud de Grenoble. Est-ce le mauvais endroit ? Peut-être que ses parents le croient, puisqu'à 3 ans, elle n'habite déjà plus là. Depuis, sa ville s'appelle Exil. Qu'elle vive à Tunis, Toulouse ou Paris, partout, la jeune blonde veut changer le monde. L'enchanter aussi, le chanter surtout. D'une voix rauque, d'une voix rock, aux accents électro qui créent un électrochoc. Si Corinne Alexia Dabo parle d'électro, c'est que vous n'avez pas voulu vous laisser enfermer dans la world music, la musique du monde. C'est ce qui guette en France, finalement, les chanteuses comme vous, venues d'ailleurs, Nawel Benkrayem. On veut les mettre dans la world à tout prix ? Venus d'ailleurs, on a envie de nous laisser dans une petite case qui s'appellerait ailleurs. Alors on est ailleurs, mais on est ici, et on est nourri des sonorités actuelles, donc de la pop, de la musique électronique, du hip-hop. Et du coup, cet ailleurs-là, il va très très bien avec ces trucs actuels. Et donc, on n'a aucune raison d'être dans une petite case à part, oui. Électrochoc, quelle sensation est-ce que vous aimeriez que votre musique produise auprès de votre public ? Du décalage, des électrochocs, c'est bien, oui. Vous êtes né à Échirol, comme Calogero. Ça vous a rendu plus sensible à cette chanson, à ce qui s'y est passé. Et on faisait allusion au lynchage à mort de Kevin et Sofiane par une bande armée en 2012 pour un motif futile. Sensible à toutes les injustices, aux violences policières, évidemment. Je pense que tout le monde peut constater qu'on vit dans un monde qui manque de justice et particulièrement en ce moment, quand on allume la télé, malheureusement, ce genre de choses, c'est pas que 2012, quoi. Et vous diriez, comme Julien Clerc avec Étienne Rodagil, que la chanson doit être utile face aux violences du monde ? Non, elle doit rien. La chanson, elle est là, elle fait du bien au cœur, elle fait du bien à l'âme. Et justement, c'est ça qui est fort, c'est qu'elle doit rien. C'est pas un message politique qui doit convaincre. Elle est libre, elle est à part, elle accompagne, elle apaise. Après, évidemment que moi, j'y mets du sens. Et des fois, non, j'y mets juste du baume au cœur. Bon, après, peut-être le baume au cœur, c'est un sens en soi.
Mais en tout cas, non, elle doit rien. J'aime bien cette idée. C'était Échirolles que vous avez quitté à 3 ans, donc près de Grenoble. Vous y retournez sur les lieux de votre petite enfance? Les lieux du crime. Bah écoutez, c'est assez drôle parce que j'y suis retournée qu'une fois quand j'avais 17 ans et que j'ai eu mon BAFA. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec un BAFA? Bah, des colos un peu partout en France. Occasion de remettre les pieds à l'endroit où toutes mes cartes d'identité portent ce mot. Parce que même dans mes papiers tunisiens, il y a écrit Échirolles ou Grenoble. Mais voilà, je me suis rendu compte que je suis pas une fille de la montagne. Mais j'aime bien cette idée d'être née quelque part d'où je suis pas vraiment. Alors justement, l'endroit où l'on est, hein, ça a une importance particulière, même si effectivement on est amené à le quitter. Parlons d'astrologie, mon cher ami. On est marqué par son lieu de naissance, ou pas plus que ça dans votre cas, Nawel Benkrayem? Non, franchement, pour le coup, Échirolles, je vous dis, c'est presque un clin d'œil sur mes papiers. C'est pas une origine. L'endroit qui m'a marqué, oui, c'est la Méditerranée. Pour le coup, les années à Tunis, c'est des endroits plus nourris de souvenirs. Mais même ça, c'est parce que j'y ai vécu, parce que finalement, ma famille tunisienne vient du sud de la Tunisie et plutôt dans les terres. Donc, je porte pas dans mon vécu les racines de mes grands-parents ruraux d'un côté ou de l'autre. Mais s'il y a un endroit où je me sens le plus familière, oui, ce serait le bord de mer, Méditerranée, côté Maghreb, quoi. Échirolles, le mauvais endroit, la Tunisie était le bon endroit, et même quand c'est le bon endroit, on a envie d'en partir. Vous avez largué les amarres, il fallait aller voir plus loin. Oui, c'est des natures, je pense, qui aiment bien faire toujours le pas de côté qui va bousculer ou enrichir. Souvent les deux. خيتي دموعي مع فمي مع حقي خلي الجرح يدويني خيتي دموعي مع فمي مع حقي وخلي الجرح mon matelot, t'es de travers, SLF l'eau, le dos courbé, le monde attend, cet homme fissuré, sur le banc, j'ai raconté, les yeux fermés. J'ai tant pleuré, les yeux bandés, empêche mon monde de déborder dans ce couloir sombre et gêné. Rité nourri, ma famille, ma حقي خلي الجرح يدويني خيتي دموعي مع فمي مع حقي خلي الجرح Navigue, chanson de Nawel Benkrayem en arabe et en français. Tiens, quand vous vous entendez, Nawel, vous avez parfois l'impression que c'est une autre personne qui chante? Après, je m'entends pas souvent. Une fois que c'est fait, je me réécoute pas. Mais là, en réécoutant, oui, j'arrive à pas comme en photo pour le coup, à regarder comme on se regarde que dans ces trucs qu'on aimerait modifier. Là, non, j'arrive à entendre l'ambiance de la chanson. Ouais. Alors, De quoi est-ce qu'il est question dans ce qu'on vient d'entendre en arabe? Est-ce que c'est la même chose en arabe et en français, par exemple? Non, c'est jamais la même chose. Déjà, je trouve que c'est des langues difficiles à traduire parce que elles sont pas du tout foutues pareil, si je puis me permettre. Mais je vous en prie. Mais en arabe, je dis coud mes larmes à mes yeux à ma bouche à ma parole, et ma parole à mes droits, et laisse la blessure. Et en gros, c'est une espèce d'image, quoi. Je pense que c'est encore plus imagé, en fait, quand ce que je choisis de chanter en arabe, et peut-être plus abstrait. Voilà. Est-ce que vous êtes une artiste solitaire ou bien très entourée dans la fabrication de vos chansons? Vraiment les deux. Ça part d'un truc très solitaire, très introspectif.
Et puis après, assez vite, une fois que j'ai le texte, la métaphore et puis la mélodie entêtante, enfin, j'essaie de trouver le truc qui est vraiment juste, quoi, qui va vraiment être impactant, qui va attraper l'autre. Et ça, pour moi, ça doit tenir dans le texte et la mélodie. Et après, il y a l'habillage, donc les arrangements. Et là, je suis assez bien entourée. Je travaillais avec un super arrangeur-réalisateur, Pierre Giaconelli. Même sur scène, mes musiciens, ou Nassim Kouti, le guitariste, il a un jeu de guitare assez personnel. Il a vraiment son son et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi, quoi. Les choix des gens qui vont donner le territoire musical. Mais il y a quand même un premier temps qui est vraiment ma patte, quoi. Vous venez de participer au festival Only French à la Boule Noire à Paris. Alors comme son nom l'indique, Only French, c'est un festival francophone. Des impressions de scène, est-ce que vous les revivez quelque temps après? Est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagne durablement? Vous vous retrouvez dans vos rêves, même peut-être en face du public? Ah, c'est drôle, non, dans les rêves, pas trop, mais en revanche, oui, c'est quelque chose d'assez fort pour que ça m'accompagne après la sortie de scène, 2-3 jours. Enfin, en général, c'est quand même et c'est même peut-être la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est que sur scène, il y a quelque chose où on exulte, où il y a une énergie très forte, et donc au-delà de je veux faire passer des messages, je veux rencontrer les gens et tout, il y a ce truc un peu inexplicable qui se passe, je trouve, sur scène, et qui en effet est comme une dose qui reste après quelques jours dans le corps. Francosphère, Dominique Rodrève. La francosphère tourne aujourd'hui autour de Nawel Benkrayem, jeune musicienne franco-tunisienne, et nous faisons un grand saut par-dessus l'Algérie pour nous retrouver au Maroc, dans la séquence Sirtef. Dans sa série Femmes battantes 2008, le Conseil international des radios télé d'expression française avait rencontré Zoubida Amrani, une enseignante passée au bénévolat associatif dans le sillage de ses parents. Extrait. Quand j'étais enfant, j'ai baigné dans un milieu qui était complètement investi dans le social. Par exemple, moi j'ai toujours vu papa qui donnait tous les vendredis, qui distribuait du pain. Maman prenait des petites filles chez elle à qui elle apprenait la couture et la broderie. Et lorsqu'il m'était arrivé de poser la question pourquoi ces filles n'allaient pas à l'école et travaillaient à la maison, ils apprenaient comment la broderie, on me disait parce que leurs parents ne pouvaient pas subvenir aux besoins de l'école. Quel souvenir est-ce que vous gardez, vous, de votre scolarité en Tunisie, Nawel Benkrayem ? Un souvenir plutôt heureux, avec une activité qui m'a accompagnée pendant mon enfance, qui est le théâtre. Et ma mère aussi, quand elle pouvait pas nous garder, elle nous laissait à la bibliothèque de Tunis. Donc j'ai l'impression d'avoir eu une belle vision de l'école. En fait, mes deux parents, dans leurs familles respectives, c'était la première génération. Et puis pour mon père, c'était le seul de sa fratrie à avoir vraiment étudié et tout. Donc c'était très important pour eux, parce qu'ils viennent de milieux ruraux, en fait, mes parents. Et du coup, pour nous, c'était vraiment important d'être bon élève, de lire, voilà. Et alors du coup, quand vous décampez très vite, à 16 ans, que vous arrêtez l'école, c'est un crève-cœur pour eux alors ? J'ai pas arrêté l'école à 16 ans. En fait, après le bac, j'ai fait une hypocagne, donc une prépa c'est quand pas même plutôt prestigieuse. Si Et après l'hypocagne, en effet, ils ont déchanté parce que j'ai arrêté, j'ai fait un vrai choix. Et c'était pas facile, d'autant que du coup, comme on me l'avait inculqué que c'était important d'être première de classe et bonne élève avec les études, c'était très, très, très important dans mon éducation. Et vous voyez déjà à l'ENA ou dans une grande école ? Après, j'ai des sœurs brillantes qui ont fait un peu ce qu'ils ont voulu à cet endroit-là, mais c'est vrai que moi, il y avait un petit côté canard boiteux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent que, en fait, dans le fait d'écrire, il y a quand même un endroit où je continue à être en contact avec des choses intéressantes. C'est pas que du saltimbanque, la musique, mais c'est vrai que ça a mis un temps à ce qu'ils le comprennent. Ouais. On a entendu au Maroc que la scolarité était beaucoup question d'argent. C'est de la même façon que ça se passe en Tunisie ? Malheureusement, il y a de plus en plus d'écoles privées, ouais, c'est vraiment dommage, alors qu'il y a eu toute une période sous Bourguiba où on avait beaucoup revalorisé le système scolaire, et c'est ce qui avait fait aussi la force de la Tunisie, c'est qu'il y a une classe moyenne éduquée, et c'est vrai qu'il faut être très vigilant à ne pas perdre ça de vue, quoi, parce que c'est essentiel. Alors j'imagine qu'en tant que Tunisienne, vous êtes souvent interrogée sur le printemps arabe, sur ce qu'il se passe depuis l'éclosion de ce mouvement. C'est quelque chose que vous êtes amenée du coup à suivre de près ? Ah oui, surtout la période
post-révolution, même si j'habitais en France, j'ai l'impression que toutes mes chansons, toutes mes actions, tout mon combat associatif était tourné vers la Tunisie. Aujourd'hui, ça s'est un peu dilué, j'ai pris plus de recul et puis surtout, je trouve qu'il y a aussi beaucoup à faire en France. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça m'a beaucoup engagée parce que c'était une période où on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup à faire et qu'il fallait pas laisser cette période de transition à des mains obscurantistes alors qu'il y a une jeunesse qui avait tellement envie d'un pays ouvert, progressiste et des choses à dire. Donc j'avais envie d'en prendre part. Après, aujourd'hui, je trouve que dans le monde arabe, c'est la vraie désillusion, pour pas dire tragédie, quoi, par rapport à l'espoir qui a été soulevé en 2011. Puisque c'était pas que en Tunisie que ce soulèvement a eu lieu. Et quand on voit aujourd'hui le drame géopolitique dans lequel on est, c'est très difficile d'en parler avec élan, quoi. Voici venu le moment de l'émission où l'on s'embarque pour un voyage sonore grâce au portrait réalisé par Anne Bonneau. Elle a rencontré au pied de la Tour Saint-Jacques à Paris la graffeuse Culotte qui peint son blaze 2 à 3 fois par semaine sur les murs, mais pas sur les monuments parce qu'ils seraient effacés tout de suite et que tout ça, ça lui prend quand même un certain temps. La culotte, c'est mon truc en fait. Ça fait très longtemps que je suis passionnée de graffiti. Donc j'ai décidé de passer à l'acte beaucoup de temps après et donc je voulais un nom féminin qui sonne rigolo, quoi. Un blaze féminin parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le graffiti et que ça aurait permis de peut-être plus me démarquer. Voilà, simplement ça. À la base, le graffiti c'est surtout la lettre et donc je m'étais dit culotte, Q-L-O-T-E. Je sais pas pourquoi mais ça me faisait marrer en fait. Je peins des culottes en fait. Majoritairement sur l'autoroute. Je rajoute toujours un nœud et des petites dentelles. Sinon ce serait trop simple. Et ce serait pas assez féminin. Pourquoi ? Ça me met un peu de piment dans mon quotidien, on va dire peut-être. Et ça m'apporte un truc. Je préfère aller me faire ma petite culotte un soir. Avec des amis même, qu'aller en boîte et m'en mettre plein le nez par exemple, voilà. C'est peut-être pas comparable, mais pour moi c'est comparable. C'est très égocentrique le graffiti, donc quand il y a une petite minette, souvent on va pas la prendre au sérieux en fait, tout simplement. Moi je trouve en tout cas que c'est dur pour nous, même pour moi, de pouvoir s'intégrer dans ce milieu. Je pense que je suis pas assez prise au sérieux du fait que je fasse des culottes, donc ça va pas dans le code du graffiti qui fait que des lettres. Et parce que il y en a beaucoup aussi qui savent que je suis une fille et je pense que ça y fait aussi. Dans un endroit légal où je vais m'appliquer, je vais mettre facilement 1 heure. Après, en illégal, ça dépend si je prends une échelle ou pas en fait. Si l'endroit est très éclairé ou quoi, avec beaucoup de circulation, forcément il va y avoir de l'adrénaline. J'étais intéressée pour faire une école d'art. Oui et non. C'est beaucoup d'heures. Si j'avais fait école d'art, je sais pas si j'aurais autant graffé maintenant. Et en tout cas les privés, pas possible pour moi, pas les moyens, c'est sûr. Et je laisserais pas mes parents me payer une école d'art aussi onéreuse. Vous vous arrêtez, Nawel Benkrayem, pour regarder des graphes dans la rue comme on le ferait devant un tableau dans un musée ? Oui, j'aime beaucoup le street art et j'ai beaucoup d'amis qui en font et ça prend des formes très intéressantes, je trouve. Alors j'ai entendu égocentrique, j'ai entendu pas prise au sérieux en tant que fille, puis j'ai pensé à vous, Nawel. Est-ce que la musique c'est égocentrique ? Est-ce qu'on est toujours prise au sérieux en tant que fille ? Alors la première question, est-ce que c'est égocentrique ? Non, je dirais qu'il y a une forme d'ego positif, c'est-à-dire oui, c'est de se demander soi, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Donc oui, il y a un rapport à soi. Voilà. Comme dans toute forme artistique finalement. Oui, il y a un rapport égotique, quoi. Mais sans égocentrique, non. Je pense que c'est si avec que du soi, c'est, à mon avis, ça donne pas quelque chose de très beau, très généreux. Non. Mais il y a de l'ego, oui. Et alors, prise au sérieux en tant que fille ? Sérieux, non. Les filles, c'est pas sérieux. Les filles, c'est pas sérieux.
Non, mais après, oui, que je me suis retrouvée dans ces propos. C'est vrai que dans la musique, on a tendance à imaginer qu'on est juste une voix. Qui c'est qui écrit? Qui c'est qui fait un comme si? Il y a quand même un peu de misogynie, mais un peu partout, je pense, dans tous les milieux. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'on est une génération, on a conscience de ça et que donc il y a une relève, quoi. Alors Culotte a choisi un pseudo un peu audacieux. Vous avez été tenté par un pseudo à un moment donné ou jamais? Oui, j'ai été tentée, puis pas pour les bonnes raisons, je pense. Puis à un moment donné, je mettais pas trop mon nom de famille, donc je laissais juste Nawel, me disant que c'était peut-être plus universel, moins connoté. Je savais pas trop quoi faire de ce nom un peu long, un peu très typé, un peu en plus qui et puis enfin qui bref, c'est un nom un peu voilà de euh, un nom un peu lambda comme ça dans le monde arabe. Et puis après, je me suis dit que, en fait, au contraire, enfin, les noms, c'est un peu comme la roulette russe de la naissance, c'est-à-dire c'est un truc on est avec ce truc-là et Donc autant le garder finalement. ouais, Et j'aime alors, bien ce côté finalement absurde. Et puis j'ai pas la tête de mon nom, et je trouve ça sympa en fait. Culotte, elle se fait peur hein, parce qu'elle graffe et puis que c'est pas toujours légal. Vous faites peur sur scène par exemple. Il y a des moments où tout d'un coup ça vous échappe. Ouais, ouais. Alors, des fois où je me fais peur et où c'est bien, ça m'échappe dans le sens abandon, dans le sens que je disais tout à l'heure de cet endroit où on exulte et où il se passe des choses pour soi et pour le public. Et puis des fois, peur, parce que ça nous échappe, mais pas que parce qu'il y a de la magie, des fois parce qu'on ne maîtrise pas ou parce qu'il y a un truc technique qui fait que. Et en même temps, comme on est, je pense, un peu assoiffé de magie dans ces métiers, quand ça nous échappe et que c'est pas dans le côté un peu porteur, ça peut être très décevant. Je pense qu'il y a quand même ce truc qu'on recherche dans les moments de scène, c'est un moment un peu de grâce, quoi. Et donc, des fois, ouais, tout ce qu'on maîtrise pas, ça peut être génial, mais un peu déboussolant aussi. في البحر بين الأمواج في البلاد بين الأحباس يا ناس راني محيرة وثني جيراي رايحة في العيون بين الرعود في مدينة بين الدموع يا ناس راهم محير وثني راي رايحة في اللحن وفي السماء في الوحدة في الهوا يا ناس راني محيرة يا بلا جيراي مسافرة بيئة أحلى من الليل بيئة هرا من نهار بيئة أحلى من الليل والله ماني ضايعة محبوسة في سكوت الليل وصمت القلوب شفت العالم مقلوب مفجوعة في أحلام الليل وكلام الجنون قلبي ديما مسكون قلبي مجروح قلبي مجروح قلبي مجنون قلبي مسكون. On parlait de magie et il y en a dans Majnoun, autre morceau de vous qui veut dire fou, Nawel Benkrayem. Qu'il est fou et en quoi dans cette chanson? Fou, c'est le cœur qui s'emballe, qui perd le contrôle, qui étouffe dans une ville où justement il a du mal à projeter un peu de magie dans son futur et du coup dans son histoire d'amour. Et j'aimais bien qu'il y ait une chanson qui parle d'amour, de passion et de perte de contrôle et de raison. Je trouve ça beau dans la poésie arabe, je trouve ça beau dans l'âme arabe, dans le cinéma arabe, le côté un peu tout ou rien, le côté un peu excessif, un peu méditerranéen comme ça. Et même s'il y a plein de chansons où j'essaye aussi d'avoir quelque chose d'un peu construit et tout, j'aime bien que dans la musique, on libère aussi les chiens d'une émotion un peu radicale, un peu folle. Quand on est musicien, chanteur, chanteuse comme vous, Nawel, on peut prendre des vacances, on peut se vider la tête ou bien on a toujours en tête justement la prochaine chanson? Non, moi je me vide complètement la tête et je crois que les meilleurs qui me sont arrivés, c'était dans des moments où elle était assez vidée pour accueillir ce qui vraiment était sincèrement inspirant à ce moment-là, que j'allais pas chercher parce qu'il faudrait un sujet dans l'air du temps ou je ne sais quoi. Non, non, c'est vraiment très important, je pense, de faire confiance à sa page blanche et à son inspiration, même si c'est pas facile, hein, qu'il y a des moments où on se dit oui, ça fait un moment que j'ai rien écrit. Mais je pense qu'il faut les laisser faire, dans ces cas-là, à lire, à aller au ciné, à discuter avec ses copains, ses copines. Et la très grande célébrité, à la Rihanna, à la Beyoncé, vous en rêvez ou pas? Non,
J'en rêve pas, mais je trouve ça super intéressant. Enfin, c'est des figures. J'aime bien ce côté icône, tout ce que les gens y projettent. Ça raconte des choses de différentes générations. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça. Après, non, moi, ce que je rêve, c'est de grands moments de scène. Oui, j'adore. Je pense qu'il y a quelque chose de pas tout à fait confidentiel dans mon approche de scène, dans le sens où j'aime bien le show, j'aime bien l'énergie. Donc, j'aurais pas de problème à fédérer, à me projeter dans une musique qui fédère, mais c'est loin d'être une fin en soi, quoi. Enfin, c'est vraiment pas pour ça que je fais les choses, en tout cas. Pour vous, Nawel, 20 ans, ça n'est pas très loin, puisque vous n'êtes pas passé encore à la décennie suivante, mais dans le questionnaire Génération Watt, adressé aux jeunes ultramarins pour connaître leurs envies et leur sens de la vie. Sandrine Weber s'est arrêtée aujourd'hui en Martinique et à Mayotte avec une question sur leurs 20 ans. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. D'accord ou pas d'accord? Je vais dire que je ne suis pas d'accord parce que je pense que quel que soit l'âge que l'on a, que ce soit bébé ou enfant, ado, adulte, peu importe, ça peut être un bel âge. Après, ça dépend comment on voit la vie. Peut-être à 20 ans, on rentre peut-être plus dans... On est plus autonome à 20 ans qu'à 18 ans. Je ne suis pas encore arrivé là, mais je crois. Moi, je dirais 25. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie, ouais, bien sûr. Surtout si on vit encore chez ses parents, qu'on est à l'école ou qu'on est en métropole avec les bourses. Ouais, bien sûr, 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. On fait la fête, on rencontre des gens, c'est excellent. Alors 20 ans, c'est le plus bel âge quand on l'a dépassé depuis très longtemps, ce qui n'est pas du tout votre cas, Nawel. Vos 20 ans, vous y pensez comment ? Oui, comme peut-être un départ, un moment d'élan. Et puis du coup, après, on assoit cet élan. Mais il est un peu vertigineux. Je dirais pas que c'est le plus bel âge non plus, quoi. Mais... Et vous, plutôt comme âge charnière, est-ce que c'est pas 15 ans quand vous étiez encore en Tunisie ? Ouais, moi, en fait, je dirais un âge marquant serait plus l'adolescence. Puis même, ça me correspond bien. J'aime bien cet âge un peu fougueux. J'aime pas trop le côté jeune adulte. Enfin, j'aime bien 15 ans, ça me parle bien, ouais. Comment est-ce que vous voyez votre avenir, Nawel ? J'espère avec plein de rencontres. Je l'espère un peu hybride, avec des choses où moi-même que je ne m'attende pas à faire et des trucs comme ça. C'est donc tout ce qu'on vous souhaite. Merci Nawel Merci. Belkrayem. Merci également à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber et Gilles Mazanillo.